Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler de la Chine, des NFT, des crypto-monnaies, de la blockchain. Parce qu'effectivement, là, vous avez la Chine qui vient d'annoncer assez curieusement qu'elle légalisait et qu'elle mettait en place sa propre plateforme marketplace de NFT. Et donc là, on voit vraiment qu'on a quelque chose de totalement surprenant qui se passe dans le milieu des crypto-monnaies. Parce que la Chine, il faut savoir que c'est le pays qui a banni le Bitcoin et les crypto-monnaies 8 fois en 10 ans. Donc vous avez bien entendu, c'est 8 fois, c'est un record. Et sa dernière interdiction donc, date de l'année dernière, il me semble, ou en 2021. Et depuis, la Chine s'est tenue à ses paroles et elle a interdit totalement les crypto-monnaies, le Bitcoin sur son territoire, notamment surtout le minage de crypto-monnaies. Voilà. Et par contre, ce qui est un peu le contraste étonnant, c'est que là, en janvier 2023, elle a par contre annoncé qu'elle sortait sa propre plateforme gouvernementale de NFT. Donc bien sûr, on va voir un peu tout ça dans cette histoire, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de faire le parallèle entre les crypto-monnaies en Chine, comment elles sont vues par le gouvernement, et les crypto-monnaies là qui sont en pleine régulation, vous savez, en Europe, en Occident, dans le monde. Et on va faire un peu le focus justement sur les NFT, les crypto-monnaies, la blockchain et la relation que voit justement entre ces trois données-là, les gouvernements dans le monde et surtout en Europe, parce que bon, nous on est en Europe, donc c'est ça aussi qui nous intéresse. Voilà. Mais bien sûr, avant tout ça, eh bien, je vous invite à voir mon trailer. Effectivement, je fais un article sur CryptoForce, les crypto-monnaies interdites en Chine, mais pas les NFT. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, en Europe, on se dirige vers cette voie-là? Eh bien, déjà, on peut se poser la question. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que la Chine, qu'est-ce qui s'est passé là depuis 2022-2023? C'est qu'il y a eu un cas de jurisprudence qui a un peu mis le bazar au niveau du gouvernement chinois, on peut le dire. Puisque en fait, tout est parti d'un litige dans un tribunal de Hangzhou, donc en Chine, entre un citoyen chinois et une plateforme spécialisée justement dans la vente de NFT. Alors, pour rappel, un NFT, c'est un non-fungible token pour ceux qui ne savent pas trop, qui regardent la vidéo. Donc, vous avez dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont des actifs échangeables, des monnaies numériques, entre guillemets. Et de l'autre côté, vous avez des NFT qu'on appelle non-fungible token. Et donc, par exemple, le Bitcoin, lui, est un token fongible. C'est-à-dire que sur 21 millions de Bitcoins qui existent, eh bien, tous les Bitcoins se ressemblent, sont exactement les mêmes. Et donc, chaque utilisateur qui possédera du Bitcoin aura les mêmes Bitcoins au niveau technique. Voilà. Comme l'euro, quand vous avez des euros, c'est les mêmes euros, hein. Il n'y a pas un euro qui est différent par rapport à un autre, que ce soit sur les billets ou sur les pièces. Bon. Par contre, un NFT ou non-fungible token ou token non fongible, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un token qui est en édition soit très limitée, soit en édition unique. Et donc, c'est le principe de ces NFT qu'ils ont donné comme essor de technologie, davantage par rapport aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, c'est qu'ils ont apporté des fonctionnalités précises à leurs détenteurs, leurs utilisateurs. Et c'est comme ça que vous avez vu la naissance, par exemple, des Bored Ape Club. Je donne un exemple, hein. Donc là, je suis sur le site de Bored Ape Club. Et vous pouvez voir que là, il y a des images, donc un peu de la collection numérique. Et ces images-là se vendent plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars. Ouais, vous avez bien entendu, c'est un truc de fou. Il y en a donc 10 000 qui sont en circulation. Ce sont des NFT, c'est-à-dire des collectibles digitaux uniques en leur genre. Et donc, il n'y en a pas un qui est similaire à un autre, du moins de près ou de loin. Voilà. Et donc, le but, enfin, le principe de ces NFT, c'est qu'ils sont liés à une blockchain comme le Bitcoin. Et donc, quand vous échangez un NFT ou vous le vendez ou vous l'achetez, eh bien, vous avez derrière la technologie sous-jacente de la blockchain. Voilà. Et donc, tout est inscrit, bien sûr, dans ce livre de compte numérique qu'est la blockchain de façon très transparente, infalsifiable, etc. Et donc, ça a apporté également un truc nouveau, c'est le métaverse, les NFT. Parce que le métaverse, je vous rappelle que c'est un monde virtuel dans lequel vous pouvez évoluer. Et en fait, la majorité des éléments des métaverses, ce sont des NFT. Ça peut être des landes, donc notamment je prends l'exemple de Decentraland, que vous pouvez voir ici. Donc Decentraland, c'est un métaverse.
Là, je suis dans le marketplace et ils vendent, par exemple, en NFT, vous pouvez le voir là, des assets, des avatars, mais également des lands, c'est-à-dire des parcelles de terrain virtuels. Et donc, vous pouvez le voir là, les prix sont ici. Donc, ça frôle parfois les 100 000 dollars, hein. C'est des prix colossaux. Donc, outre l'aspect investissement, les gens qui achètent ces landes-là, derrière, pourront peut-être construire des maisons virtuelles, des assets virtuels qui seront tous des NFT. Et ça, c'est rendu possible quelque part par la propriété numérique. Voilà, c'est ça un peu l'avantage que représentent les NFT dans le milieu des crypto-monnaies. Alors que le Bitcoin, par exemple, lui, se concentre sur l'aspect d'échange de valeur. Au niveau, comme l'euro, le dollar, si j'ai envie de vous dire. Bon, donc pour en revenir à à nos moutons de la Chine, moutons chinois, ou dragons chinois on va dire, eh bien il y a eu un cas de jurisprudence, puisque donc comme je vous dis, il y a eu un litige entre un citoyen chinois et une plateforme de vente de NFT, et donc, en fait, le tribunal a déclaré à l'issue de ce procès, de cet aspect juridique, que les transactions de type NFT sont équivalentes à la vente de biens numériques en ligne. Parce qu'il faut savoir que le gouvernement chinois, s'il s'est prononcé sur les crypto-monnaies du type le Bitcoin et le minage, il n'y avait absolument pas pensé aux NFT. Donc là aussi, on va en parler après, que ça donne un symbole très fort de la réaction des gouvernements et du signal que ça renvoie par rapport à ça. Et donc, le tribunal a déclaré que ces ventes de biens numériques en ligne du NFT constituent en fait des activités de commerce électronique régies par la loi chinoise sur le commerce électronique. Donc ça, c'est très intéressant quand même. Et donc, ce tribunal a également aussi déclaré que la loi chinoise n'appliquait justement pas clairement le cadre légal autour des NFT, mais que du coup, rien dans les NFT ne posait problème à la législation chinoise ou ne posait en fait une infraction. Et donc, dans ce cadre-là, il fallait au contraire protéger les NFT, puisqu'ils devenaient quelque part légaux, puisqu'ils ne posaient pas de problème. Voilà. Et donc, ça a été un peu le bazar après au gouvernement chinois, parce qu'ils ont été pris en fait à leur propre jeu, par leur négligence, on peut imaginer peut-être. Et donc, le gouvernement chinois a fait un peu un rétropédalage dans sa juridiction, et a depuis mis un cadre beaucoup plus précis dans la législation des NFT. Et donc, en fait, ils ont créé quelque part une loi qui autorise, certes, le minting, c'est-à-dire la création de NFT, mais à condition que ce soit uniquement avec des plateformes agréées, des blockchains agréées par le gouvernement. Voilà. Et en plus de cela, ils ont cantonné l'aspect des NFT uniquement au cadre de collections numériques, comme vous pouvez le voir, comme le Bored Ape Club, par exemple. C'est-à-dire que sur ces blockchains agréées par le gouvernement, ils ne pourront pas, les Chinois, acheter des landes, par exemple, parce que là, ce serait hors cadre des collections numériques, comme le Bored Ape Club, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, on va aller encore plus loin dans le délire des NFT en Chine et du contresens total qu'est en train de faire le gouvernement chinois. Eh bien, ils ont carrément annoncé là en janvier 2023 que le gouvernement chinois qui lançait leur propre marketplace de NFT. Donc là, on est dans le délire. Et donc, mais après, bien sûr, c'est pas étonnant. Et donc là, on avait quand même eu, quelques petits signaux en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, donc là, j'ai un tweet de Watcher.guru qui disait qu'en fait, le géant de la tech, Tencent, le concurrent un peu de Facebook en Occident, eh bien, avait suspendu tout simplement ses ventes de NFT sur sa plateforme parce qu'il y a une régulation en Chine qui est en train d'émerger et en fait, ils se sont fait taper sur les doigts par la Chine, par le gouvernement chinois. Et en fait, ce qu'a fait en 2022 le gouvernement chinois, c'est qu'ils ont tout simplement tué toute la concurrence interne en Chine pour pouvoir derrière lancer leur propre plateforme de NFT. Donc ça rappelle quand même énormément. En Europe, dans un autre cadre, on régule en Europe les crypto-monnaies pour pouvoir les brider et derrière on lance quoi? On lance l'euro numérique et le dollar numérique. Boum! Ah, ça rappelle quand même quelque chose comme ça pour tuer la concurrence avant même qu'on lance notre propre produit. Voilà. Et donc, après, en Chine, c'est bien connu, c'est pas une surprise non plus. Parce que, je vous expliquer pourquoi. Déjà, la Chine, c'est un peu, vous savez, bon, on est au courant, l'idéologie communiste, la dictature. Et donc, les Chinois, ils sont champions du monde pour contrôler leur population au niveau du numérique.
Et donc là, avec ce marketplace officiel, en fait, la Chine, le gouvernement chinois, il fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que déjà, il peut contrôler et juguler toutes les activités liées au NFT, puisque il y a une seule marketplace en Chine de NFT, et c'est le gouvernement qui la contrôle. Et donc tout ça, en canalisant en plus la frustration des investisseurs de NFT ou des fans crypto ou NFT. Parce que ils savent très bien que s'ils interdisaient les NFT, tous les investisseurs partiraient à l'étranger ou iraient acheter sur des plateformes de façon illégale, etc. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont interdit 8 fois en 10 ans le Bitcoin et qu'à chaque fois ils ont fait rétropédalage parce qu'ils ont vu qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'efficacité. Bon, ça c'est un autre débat. Et en plus de cela, surtout, le gouvernement chinois va avoir un signal et surtout le data, le big data, j'ai envie de vous dire, les données numériques de tous les citoyens chinois qui sont fans des NFT. Et oui, c'est un peu le principe, puisque vous savez, les milieux de crypto-monnaies, il n'y a pas 36 millions de personnes, j'ai envie de vous dire, qui utilisent les crypto-monnaies par exemple en France. Et je crois que c'est 1 à 2% peut-être de la population mondiale qui ont des crypto-monnaies, qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Euh, on va dire de très près. Et donc, c'est quand même un cercle assez fermé. Et les NFT, c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire, c'est encore plus fermé. Donc, les gens qui achètent des NFT sur la marketplace en Chine, eh bien, on imagine très bien que le gouvernement chinois, après, derrière, ils peuvent enquêter sur ces personnes-là, puisqu'on imagine très bien que rien n'est anonyme sur cette plateforme, qu'il faut donner son identité, etc. Et derrière, ça peut aussi être la chasse aux sorcières sur les personnes qui détiennent du Bitcoin. Et là, c'est interdit, par exemple, en Chine. Voilà, donc là, le contrôle, en fait, le résumé est donc renforcé. Bravo les Chinois, ils ont bien manipulé leur petit monde. Bon, ensuite, on va passer aux impacts politiques et économiques sur les crypto-monnaies, parce que là, et on va aussi faire le lien un peu avec l'Europe, comme j'ai commencé à le faire déjà auparavant. Eh bien, déjà, euh, on va dire que c'est une surprise de taille, ce revirement de la Chine, mais pas totalement comme je vous l'ai expliqué. Mais là où on peut aussi voir un peu le rapport avec l'Europe, c'est que nous, on a les lois MiCA et TRF. Alors, les lois MiCA et TRF, je fais une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, ça sort en 2024, c'est ici pour voir la vidéo. Et donc, avec ce cadre-là législatif qui émerge en Europe, eh bien, vous avez là pas mal de gouvernements, de banques centrales, notamment Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui commence à balancer des missiles sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, je cite, hein, sont sur la route de l'insignifiance, ou les crypto-monnaies, c'est pour les terroristes, les criminels, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Euh, et donc, on voit que le but des gouvernements, la tendance qui se passe, c'est au minimum de réguler les crypto-monnaies, mais et dans le pire des cas, les interdire. Voilà, dans le monde, hein. Et donc là, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu voilà, le fonctionnement un peu du système géopolitique autour des crypto-monnaies, pour faire le résumé. Donc vous avez le cadre légal, vous avez les autorités, les gouvernements, les banques centrales. Vous avez en face la blockchain, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, qui est un peu le compte global, numérique, on va dire comptable de l'ensemble des crypto-monnaies dans le monde. Et c'est la technologie surtout sous-jacente sur laquelle fonctionnent les crypto-monnaies et les NFT. Voilà. Et regardez, je vous ai fait le schéma, le cas les autorités, les gouvernements, les banques centrales autorisent les NFT. On vient de le voir par exemple avec la Chine, certes c'est bridé, mais c'est autorisé. En Europe, vous avez aucune législation prévue, et je dis bien, j'insiste là-dessus, sur les NFT. C'est-à-dire que c'est même encore très polémiqué parce que il y a la loi MiCA qui est basée sur les crypto-monnaies pour les réguler, mais vous n'avez absolument rien dans la loi MiCA par rapport aux NFT. Donc ça, c'est aussi un point qu'ont soulevé les pro-crypto, entre guillemets, en disant, mais qu'est-ce qui va se passer pour les NFT du coup? Là, les NFT donc, sont même pas calculés, j'ai envie de dire, dans les radars des autorités. La blockchain, elle, est autorisée parce que vous allez voir là, j'ai un article, donc je suis sur Zone de la Bourse 2022, les géants de la bourse succombent tous à la blockchain, c'est-à-dire que sur les 100 plus grosses entreprises, c'est écrit là, publiques en termes de capitalisation boursière, 77 utilisent la technologie blockchain, notamment Microsoft, Amazon, Home Depot, Alibaba, etc. Tout, voilà, donc ça donne quand même le ton sur la technologie puissante de la blockchain. Voilà, parce que tout le monde l'utilise. Ensuite, vous avez, là je parle des NFT, au forum de Davos là, qui est en cours en 2023,
là, je suis sur donc newsandrolled.com. At the forum, donc le forum de Davos, ils ont parlé de la création d'un métaverse global. Boum, devinez quoi? C'était les NFT, tout ça. Bon, bah, ok. Et ensuite, là, vous avez les crypto-actifs. Le gouvernement de la Banque centrale de France appelle à une meilleure régulation mondiale sur les crypto-actifs, pas sur les NFT, pas sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Donc, j'en reviens à mon schéma. Vous avez donc sur un même écosystème les NFT autorisés ou même ignorés, j'ai envie de vous dire quasiment, qui vont permettre l'essor d'un métaverse global, comme le montre le forum de Davos. Hein, ils sont tous en Suisse. Et de l'autre côté, la blockchain utilisée par de plus en plus d'entreprises et inversement, les crypto-monnaies sont interdites ou en train d'être régulées en masse ou traitées de criminels pour les complotistes pour et tous les compagnies. Voilà. Donc là, ça soulève également des questions à ce niveau-là, au niveau géopolitique, et je vais continuer donc l'analyse, hein, bien sûr. Je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. C'est que, voilà, si vous voulez, les NFT, c'est des crypto-monnaies, mais c'est des tokens non fongibles. C'est-à-dire qu'ils sont soit uniques, soit en édition limitée. Bon. Ils ne pourront jamais poser de problème au gouvernement. En fait, ils ne pourront jamais concurrencer les banques centrales et les gouvernements. Tout simplement pour ça qu'ils ne sont pas dangereux pour les autorités. Alors que le Bitcoin, lui, il pose déjà problème aux autorités gouvernementales, aux banques centrales, parce que il est quelque part, il représente un pouvoir économique décentralisé émergent, je dis bien émergent, et donc dangereux pour le pouvoir centralisé de ces autorités financières. Et donc, si au départ, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont servi euh, de tremplin d'idées pour ces gens-là, aujourd'hui, ils leur font de l'ombre alors qu'ils préparent la sortie, par exemple, de l'euro numérique, du dollar numérique. Et donc là, on va aller encore plus loin, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur le site de la Banque Centrale Européenne, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et la question numéro 4 que je repérais, qui nous intéresse, c'est la question, c'est un euro numérique reposera-t-il sur une technologie des grands livres distribués, par exemple la blockchain, pour vous dire. La réponse, l'eurosystème teste plusieurs approches et technologies permettant de fournir un euro numérique, y compris des solutions centralisées et décentralisées comme la DLT. Aucune décision n'a cependant été prise à ce stade. Voilà, donc là, c'est l'hypocrisie, mais en plein, parce que, en fait, dans mon petit schéma que je vous ai mis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils vont sortir l'euro numérique, ce sera exactement peut-être basé sur les mêmes principes, fondé sur la même blockchain ici que les crypto-monnaies, que le Bitcoin. Et donc là, au lieu de crypto-monnaie, vous aurez juste à mettre euro numérique, dollar numérique, et boum, ici, ça passera de non autorisé à autorisé. C'est tout. Alors que ça a exactement les mêmes fondamentaux et la même utilité. Donc quand, maintenant, je vais passer à petite interview de Christine Lagarde, vous allez comprendre l'hypocrisie. Donc je vous laisse voir la vidéo et après on en rediscute. Pour Libra, par exemple, vous êtes d'accord? Alors que la crypto-monnaie qui se développe sur la blockchain avec ce qu'on appelle un rôle, est-ce que c'est pas ça qui pose un problème aux banques centrales? Rien ne me pose problème. Ce qu'il faut simplement, c'est que les consommateurs ne soient jamais spoliés, qu'ils soient parfaitement informés de la nature du risque qu'ils prennent. S'ils achètent un bitcoin ou autre élément de la même famille, c'est un actif spéculatif. Il faut qu'ils sachent qu'ils prennent un risque de spéculation majeure et de variation considérable de la valeur de l'actif en question. Sans compter que c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web et sur lesquels, franchement, je ne pense pas que ni vous, ni moi, nous serions particulièrement contents que nos enfants s'y amusent. Donc ça veut dire qu'il faudrait interdire ces crypto-actifs, les réglementer davantage? Quelle est la solution? Moi, je pense, si vous voulez, ce que je pense, c'est que, et c'est une réflexion qu'on engage au sein de la Banque Centrale Européenne avec l'ensemble du Conseil des gouverneurs et les banques centrales nationales qui en font partie, il faut impérativement que si une activité est conduite par un acteur privé, cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, exactement aux mêmes ratios, exactement aux mêmes mécanismes de supervision. C'est le principe, même business, même supervision, même régulation. Voilà, donc vous avez vu l'interview de Christine Lagarde, et encore, j'ai pas mis le passage où elle parle de l'euro numérique juste après.
Mais voilà, le principe est là. Donc, c'est en général ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui se passent sur le dark web. Donc déjà, c'est faux, parce que non seulement vous avez des études, et d'ailleurs, je vais refaire une vidéo, notamment pour présenter les derniers arguments de notamment Bill Gates, qui est contre les crypto-monnaies, et voir un petit peu justement discuter de cela. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. Mais en tout cas, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au niveau du dark web et de la criminalité sur l'aspect crypto, vous avez une étude de Chen Alizis, et je me répète peut-être pour ceux qui regardent les autres vidéos sur la crypto, qui a déclaré qu'en 2021, seulement 0,15% des transactions crypto représentaient des opérations criminelles. Et c'est pas étonnant, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez des plateformes exchange comme Binance, etc., qui sont justement de plus en plus régulées, de plus en plus à cheval sur la sécurité, etc., et qui demandent à leurs utilisateurs de s'identifier et donc, vous n'avez plus rien d'anonyme. Or, les plateformes exchange, c'est le seul moyen d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie quasiment, si vous n'en avez pas à la base. Après, une fois que vous avez acheté la crypto-monnaie, vous pouvez effectivement la transformer, etc. Mais à l'origine, vous êtes obligé de passer par une plateforme exchange pour acheter, pour convertir du cash, de l'euro ou du numérique en crypto-monnaie, en bitcoin, etc. Et donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de donner votre identité. Donc, ça veut dire que, comme vous l'avez compris, la blockchain retient absolument toutes les informations à vie. Eh bien, ça veut dire que même si vous faites un crime avec la crypto aujourd'hui, c'est moins sûr encore que de le faire par du cash ou par virement bancaire, parce que ça laisse plus de traces et à vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'en 2022, vous avez des criminels qui sont arrêtés pour des crimes qui sont commis en 2010 notamment. Et donc, au fur et à mesure du temps, c'est pour ça également que vous avez une chute de la criminalité au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. C'est parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de transparence, et au fur et à mesure qu'il y a de la transparence, et au fur et à mesure qu'il y a de la désanonymisation, eh bien, les autorités policières, bah, c'est du pain béni pour elles. C'est comme si vous avez un criminel qui, lors d'un meurtre dans une maison, laissait automatiquement son empreinte et qui avait automatiquement il laissait son nom sur la scène du crime. Donc c'est un peu le même principe avec la blockchain. J'insiste bien sur la blockchain. Voilà. Bon. Et donc, on voit bien que soit Christine Lagarde n'est pas au courant sur ce fait-là de la criminalité, soit il y a de l'hypocrisie derrière pour justement tabler sur les crypto-monnaies pour faire chuter la popularité, pour éviter que les gens se dirigent vers là, parce que ça sape leur propre pouvoir en tant que banque centrale, bien évidemment. Et donc, la seule argument qu'on peut peut-être rejoindre sur Christine Lagarde, c'est justement, qu'elle disait dans l'interview, c'est l'aspect spéculatif. Mais j'ai envie de vous dire, n'importe quelle spéculation, aujourd'hui on fait de la spéculation sur tout. Vous avez l'or et l'argent, c'est-à-dire que les gens qui achètent de l'or, par exemple à 60 000 euros, et qui le vendent quand il descend à 55 000 euros, ben, ils perdent de l'argent. Les gens qui font du trading sur des ETF, sur le pétrole par exemple, sur le blé, sur l'énergie même. L'énergie est devenue, j'ai envie de vous dire, encore plus volatile en 2023 que le Bitcoin, par exemple. On l'a vu. Donc, voilà, tout est question également, et pourtant, on ne traite pas l'énergie d'actifs spéculatifs, et on n'a pas voilà, des propos comme ça, comme quoi l'énergie, notamment le gaz, représenterait un danger spéculatif. Non, voilà. Donc c'est toute une question, je pense, aussi de perception et un peu d'hypocrisie également, malheureusement, mais c'est compréhensible. Bon, voilà. Et donc en conclusion, eh bien, voilà, après tous les efforts effectués par la Banque centrale en fait pour critiquer le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, je trouve également qu'il est incroyable que la réponse, par exemple, à la question là, que je vous montrais, 1 euro numérique reposera-t-il sur une technologie des grands livres distribués, ne soit pas un non catégorique. Voilà, c'est même pas, en fait, ils se cachent même plus, si vous voulez, de leur hypocrisie. Et, euh, et donc, voilà, le fait que la Banque Centrale Européenne réfléchisse quand même à utiliser la blockchain, c'est-à-dire le socle même sur lequel fonctionne le Bitcoin, ça donne quand même le ton. Et donc, maintenant, après les NFT et la blockchain,
C'est le même principe, c'est-à-dire que les NFT, ils sont beaucoup plus spéculatifs. Là, je me réfère à l'argument qu'utilise Christine Lagarde dans son interview sur l'aspect spéculatif du Bitcoin, mais elle ne parle absolument pas de l'aspect spéculatif des NFT qui est 10 fois pire que les Bitcoins. Parce que là, j'ai par exemple les Bored Ape Club, ça représente des centaines de milliers, voire des millions de dollars par NFT. Et vous avez des changements de valeur qui sont mais pires encore que la volatilité du Bitcoin. Vous avez des gens qui ont acheté des NFT qui ont perdu 99% de leur valeur par rapport au moment où vous avez acheté leur NFT. Et pourtant, ils ne sont même pas abordés dans la régulation MiCA sur laquelle travaillent les banques centrales, les gouvernements en Europe. Voilà, et Christine Lagarde n'en parle même pas. Donc c'est la preuve également que leur intérêt, enfin leur principal intérêt, c'est pas de sauver les gens, hein, faut pas rêver. Leur principal intérêt, c'est de limiter un pouvoir émergent décentralisé qui peut faire de l'ombre à la future euro numérique qui représente un pouvoir centralisé entre leurs mains à eux et donc qui va renforcer leur pouvoir et leur contrôle à eux. Voilà. Bon, sur ce, bah, écoutez, c'était un peu la phrase conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis moi, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.